L'ancien empire se morcelle. Avec l'apparition de nouvelles frontières, qui se fait souvent dans la violence, une multitude de petits royaumes se dessinent. Les mouvements migratoires entraînent une fragmentation qui restera une caractéristique européenne. Les peuples germains formeront plus tard des nations. Les Francs s'implantent notamment dans ce qui est aujourd'hui la France, les Angles et les Saxons en Angleterre, les Goths en Espagne et en Italie. Mais à l'Est, un autre pan de l'Empire romain survit, lui, celui des empereurs d'Orient, à Constantinople. Et qu'en est-il de Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident? Il est déposé et envoyé en exil dans une luxueuse villa de Campanie. Odoacre est proclamé roi. Il fait expédier à Constantinople la pourpre et autres insignes impériaux. Désormais, l'Est et l'Ouest vont suivre des chemins distincts. Porte ce manteau à Constantinople. Donc à partir de ce moment-là commence l'histoire d'une césure entre la partie occidentale latine et la partie orientale de l'Europe grecque. Et une césure qui va s'accentuer et s'aggraver dans les siècles ultérieurs pour devenir, à mon avis, la césure la plus profonde de l'ensemble de l'histoire de l'Europe jusqu'à aujourd'hui. L'Empire romain subsiste donc précisément là où l'Europe s'arrête à notre époque, à Constantinople. De nouvelles influences se bousculent alors à la jonction de l'Asie et de l'Europe. Les cultures de l'Orient et de l'Occident se télescopent et s'enrichissent réciproquement. De nos jours, l'islam prédomine à Istanbul, mais pendant un millénaire, la ville a été le centre de la chrétienté en Orient. Culture grecque, art officiel romain et foi chrétienne se mêlent ici pour donner naissance à la culture byzantine, très caractéristique. L'un des empereurs de Constantinople, Justinien, est aussi l'un des pères de notre Europe moderne. Ce n'est pas un noble, il est le fils de simples paysans. Au VIe siècle, l'ascension sociale est donc une réalité même au sommet de l'État. Son épouse, Théodora, vient elle aussi d'un milieu modeste. Certains disent même sordide. Ensemble, ils vont durablement marquer l'héritage européen. Toute l'Europe est éblouie par Constantinople, la ville aux palais somptueux et aux églises chargées d'or. Au fil des siècles, l'Empire romain d'Orient, sous le nom de Byzance, devient la culture dominante sur le continent, la référence en matière d'art et de sciences. L'Empire doit aussi repousser les envahisseurs. Un système de fortification sophistiqué lui permet de tenir à l'écart les ennemis venus de l'Orient, qu'ils soient perses, huns ou arabes. Sur les mers, les Byzantins emploient leur arme secrète, le feu grégeois, une substance incendiaire qui brûle même sur l'eau. Grâce à cette défense efficace à l'Est, les Germains peuvent poursuivre leur expansion à l'Ouest. Sans le bastion byzantin, l'ordre européen que nous connaissons aujourd'hui n'existerait peut-être pas. Justinien parvient à reconquérir certains territoires méditerranéens passés aux mains des peuples germains, dans le sud de l'Espagne, dans la péninsule italienne et en Afrique du Nord. Au-delà de cette réunification géographique, il met aussi en place une ébauche d'espace juridique commun. Pour administrer cet immense empire, Justinien compile et codifie le droit romain. Son code, publié en 529, formera plus tard la base de bien des textes juridiques modernes, par exemple en matière de droit successoral ou de la propriété. Oublié pendant un temps, le recueil juridique est redécouvert à Bologne à la fin du XIe siècle. L'essor de l'étude du droit romain entraîne la création de la première université du continent qui attire bientôt des érudits de tous horizons.
une étape historique. De nos jours, les Européens sont liés par de nombreuses dispositions législatives communes. La diffusion du droit romain justinien à partir de l'école de Bologne a conduit à la constitution d'une matrice commune à toute l'Europe, base sur laquelle se sont construits les droits nationaux. Cette identité partagée fait le lien entre l'Europe médiévale et celle d'aujourd'hui, celle de l'Union européenne, à la façon d'une filiation continue. La place des femmes évolue aussi dans la société byzantine. L'impératrice Théodora a sa propre cour, administre ses biens et intervient dans les affaires publiques. Sa position privilégiée attise cependant les jalousies et la haine. Des rumeurs circulent au palais sur son passé scandaleux de courtisane et de danseuse dénudée. Théodora devient pourtant la première conseillère de l'empereur, celui-ci allant, semble-t-il, jusqu'à affirmer qu'il préférerait renoncer à Dieu qu'à sa femme. Une femme forte pour épauler un homme de pouvoir, le schéma est bien connu. Longtemps, la basilique Sainte-Sophie de Constantinople fut la plus vaste église au monde. Après la prise de la ville par les Ottomans, elle a été convertie en mosquée. C'est depuis l'époque d'Atatürk un musée. Justinien fait construire au VIe siècle la basilique grandiose que nous connaissons aujourd'hui, monument à sa propre gloire. La coupole de l'église est une merveille architecturale. Sainte-Sophie est l'expression d'une nouvelle conception de l'État. L'Empire chrétien doit être le reflet du royaume céleste. Une alliance puissante se noue entre Dieu et l'empereur, l'Église et l'État. Cette recette à succès sera reprise plus tard en Europe occidentale. Très admirée, la grande basilique de Constantinople est abondamment copiée. En témoigne la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. L'impressionnante coupole surmontant son octogone central souligne la puissance revendiquée par Charlemagne, commanditaire de l'ouvrage autour de l'an 800. Au XVe siècle, les édifices de la Renaissance surpassent encore les modèles byzantins. Le Duomo de Florence se coiffe ainsi d'une coupole géante. Bien des mosquées seront aussi construites sur le modèle de l'ancienne basilique Sainte-Sophie, un témoignage de l'attraction si forte qu'exerçait encore cette merveille de l'art de la fin de l'Antiquité.